cette nouvelle vidéo qui va revenir sur du coup une autre comédie musicale que j'ai eu la chance de voir à Londres, Le Fantôme de l'Opéra. Alors il faut quand même rappeler, premièrement, que Le Fantôme de l'Opéra n'est pas un opéra, hein, contrairement au nom. On différencie une comédie musicale d'un opéra de plusieurs choses. Déjà que dans un opéra, il n'y a généralement pas de dialogue, ce n'est que chanter. Les comédiens doivent en plus porter leur voix sans micro, et c'est un style de musique très classique. Une comédie musicale, elle, est un peu plus libre dans son choix déjà de répertoire musical. On peut à peu près y mettre de tout. Il y a du chant, des dialogues, il faut majoritairement raconter l'histoire par le chant. Il y a de la danse, etc. Et donc tout ça mis bout à bout, Le Fantôme de l'Opéra est bien une comédie musicale, même si effectivement il y a certaines scènes dans le spectacle, certaines séquences qui s'inspirent directement de l'opéra, notamment la toute première chanson de Christine, qui s'appelle Think of Me, qui est littéralement en fait un opéra. Nous, public, sommes censés être en train de voir Christine performer une scène d'opéra. Puisque oui, le titre, Le Fantôme de l'Opéra, ce n'est pas non plus pour rien, effectivement l'histoire se passe dans un opéra. Think of me. Please say you'll think of me, whatever else you choose to do. There will never be a day when I won't think of you. Mais il s'agit quand même bel et bien d'une comédie musicale. Comédie musicale qui est arrivée à Londres en 1986. Et elle est jouée depuis 1986. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de date d'arrêt, hein, elle continue son petit bonhomme de chemin, tant que ça marche, pourquoi arrêter? Et dans le même théâtre. Donc cette année, c'est les 40 ans du Fantôme de l'Opéra. Oh voilà, 40 ans que le spectacle est joué. En permanence, quasi, il y a eu le Covid forcément, mais quasiment sans interruption, à Londres et partout ailleurs, hein. Forcément le spectacle a été exporté, il y a eu d'autres productions dans plein d'autres pays, notamment dernièrement à Sydney. Et 40 ans, ça en fait l'un des runs les plus longs de la comédie musicale à Londres. C'est le deuxième run le plus long, techniquement, puisque Les Misérables, pour le coup, est arrivé un an avant, en 1985, et est lui aussi toujours joué. Donc voilà, Les Misérables a 41 ans. Mais bref, on est là pour parler du Fantôme de l'Opéra. Fantôme de l'Opéra que j'avais extrêmement hâte de découvrir sur scène, puisque j'avais déjà vu le spectacle ici, j'avais vu une captation du spectacle qui avait été fait pour les 25 ans du Fantôme de l'Opéra, je crois, au Royal Albert Hall, qui du coup n'est pas le théâtre de résidence du spectacle, c'est-à-dire que ils avaient une mise en scène adaptée forcément, avec beaucoup d'écrans, c'était pas ouf, mais du coup je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas la mise en scène, et enfin en partie, parce que j'avais vu quelques images de la vraie mise en scène, mais du coup là j'ai pu voir le spectacle dans son théâtre de résidence, donc au His Majesty Theatre, et la claque, clairement, parce que je me suis renseigné après, parce que la mise en scène est quand même ultra impressionnante, et je me suis dit, mais depuis 86 c'est la même? Alors non, après le Covid, il y a eu quelques rénovations, quelques modernisations de la mise en scène, mais globalement, c'était les mêmes idées. Et ça veut dire qu'en 1986, les mecs, c'était Al Price, je crois, le metteur en scène, a vraiment été un visionnaire de ouf, parce qu'il y a des éléments de mise en scène qui n'existent, que j'ai vu en tout cas, que dans Fantôme de l'Opéra. Et aucun autre spectacle n'utilise les mêmes procédés de mise en scène, alors que le spectacle a 40 ans. C'est des putains de génies, je veux dire, quand même assez populaire cette image du chandelier, qui d'abord est sur scène et qui monte en haut. Bah ça c'est un élément de mise en scène qui est là depuis le début. Depuis 40 ans le truc est là quoi, c'est choquant. Alors, oui, ça a été rénové mais l'idée était la même. Et puis à la fin de l'acte 1, le chandelier tombe sur le public avant de se ramasser sur scène. C'est impressionnant comme effet de mise en scène, je suis désolé, ça se voit pas tellement ailleurs, hein. Je crois que Mary Poppins ça fait à peu près la même chose. Les trucs qui passent au-dessus du public, c'est pas quelque chose non plus qu'on voit très souvent dans les comédies musicales, on l'a vu dans Retour à le futur. Mary Poppins je crois fait pareil avec Mary Poppins à la fin qui s'envole au-dessus du public. Mais voilà, et le Fantôme de l'Opéra du coup utilise ça, mais le Fantôme de l'Opéra a 40 ans. Concernant les performances, j'ai eu la doublure du fantôme qui s'appelle James Gant, qui est bon très fort, hein, y a pas de souci. De toute façon les doublures en général sont aussi très très fortes. Tant qu'on s'habitue pas en fait aux performances des acteurs principaux, ça ne nous dérange pas d'avoir des doublures, tu vois. Et du coup il m'a fait chialer. Tout comme la Christine qui s'appelle Anna, son nom est un peu compliqué, qui s'appelle Anna Davelson, qui elle n'est pas une doublure pour le coup. Elle arrivait dans le rôle genre une semaine avant notre arrivée.
Donc ça fait une semaine qu'elle joue Christine en fait, et apparemment, de ce que je vois déjà sur les réseaux, c'est une des meilleures Christine que le fantôme de l'opéra n'a jamais eu. Donc trop content de l'avoir vu, et puis surtout oui effectivement elle est exceptionnelle, pareil elle m'a fait chialer. Mais de toute façon ce spectacle émotionnellement il est incroyable, hein. J'ai pleuré mais comme rarement j'ai pleuré devant un spectacle. Comme même jamais j'ai pleuré devant un spectacle. Je suis sorti, j'étais choqué pendant encore 1 heure à me demander mais qu'est-ce qui vient de m'arriver. Et surtout que les acteurs là, ces bâtards, ils me fixaient. Parce qu'on n'était pas très très loin de la scène, on était sur le premier balcon, mais genre le balcon on était sur le côté, et du coup pas très loin de la scène, donc les acteurs nous voyaient. Et je suis désolé mais la Christine là, Anna Tavelson, quand elle chantait, des chansons qui sont déjà extrêmement émouvantes, elle me fixait. Du coup, j'étais en train de chialer, elle me fixait encore, tu sais, mais... C'était vraiment pour m'achever. Je vais revenir vite fait, du coup, sur l'histoire du fantôme de l'opéra. Mais du coup, c'est l'histoire de Christine, une ballerine dans un opéra, du coup, qui se voit, du coup, attribuer le rôle titre au dernier moment d'un opéra, du coup. Et dans cet opéra, qui est du coup l'Opéra National de Paris, d'ailleurs, et dans cet opéra, il y a, du coup, un fantôme qui habite les lieux. Et qui va prendre Christine sous son aile pour lui apprendre la musique. On le qualifie vraiment comme un génie de la musique, des mathématiques, c'est un ingénieur de ouf, enfin bref, un grand génie. Et du coup, il va prendre Christine sous son aile pour lui apprendre la musique, parce qu'elle a déjà une voix exceptionnelle, mais il veut être son mentor. Et peu à peu, lui, il va tomber amoureux d'elle. Et elle, c'est toujours un peu flou, mais on sait que bon, elle est amoureuse de lui, surtout dans la suite du fantôme de l'opéra, on l'apprend, qui s'appelle Love Never Dies. Petit aparté vite fait, je n'ai pas vu le spectacle, mais je connais l'histoire, globalement. C'est un spectacle qui n'est pas très très aimé des fans parce qu'il développe des choses qu'on aurait préféré ne pas être développées, comme quoi le 1 se suffisait à lui-même. C'est le problème des suites. Par contre, j'ai écouté les musiques, et certaines des musiques de Love Never Dies sont exceptionnelles, genre Till I Hear You Sing, Beneath a Moonless Sky ou Love Never Dies justement, la chanson titre, sont exceptionnelles. Bref, pour en revenir du coup au fantôme de l'opéra, le premier du nom, l'histoire est déjà incroyable, surtout qu'il y a un triangle amoureux du coup, parce que Christine aime une autre personne qui s'appelle Raoul, qui est un ami d'enfance, de qui elle devient très proche. Et du coup, à la fin, il y a un triangle amoureux où il y a une question décisive à se faire, et puis toutes les questions que se pose le fantôme par rapport à ce qu'il est, le fait qu'il ne soit pas aimé à cause de sa déformation du visage, c'est pour ça qu'il porte un masque. C'est exceptionnel, et clairement à la fin ça te fait chialer, mais si t'es un petit peu dans le spectacle, tu pleures quoi. Et les musiques sont vraiment là pour achever, tu vois. Parce que déjà que l'histoire se suffit à elle-même, mais en plus t'as des musiques. Bon, vous avez déjà tous, je pense, entendu la musique du fantôme de l'opéra, la musique titre. Qui est déjà très très bien à niveau orchestration, c'est ultra marquant. Et pareil, il y a 40 ans, avoir pondu un truc comme ça, que ce soit encore aussi marqué dans la pop culture aujourd'hui, chapeau. Mais il y a d'autres musiques extrêmement impressionnantes aussi, du type All I Ask of You, et sa reprise qui arrive juste après avec le fantôme qui pète un câble, et c'est la fin de l'acte 1. Il y a Masquerade qui pour le coup bon, est beaucoup moins émouvante, mais c'est plus du grand spectacle pour l'ouverture de l'acte 2. On a The Point of No Return juste avant la fin du spectacle, qui est pareil, est là pour t'achever quoi. Et puis le final en général qui s'appelle Down Once More. Là si t'avais pas encore pleuré, tu pleures. Ce spectacle émotionnellement c'est fou. J'ai parlé de Paddington dans la vidéo précédente, qui déjà émotionnellement est très fort, mais c'est plus une émotion un peu mignonne, tu vois, en mode oh le petit ours trop mignon. C'est très bien Paddington, hein. Mais le fantôme de l'opéra a vraiment cette dimension ultra épique que Paddington n'a pas. Et j'ai pleuré devant Paddington aussi, mais pas comme j'ai pleuré devant le fantôme. Devant le fantôme, vraiment, j'ai remis mes yeux en question. Je me disais, putain, c'est trop triste. Alors que je connaissais le spectacle, c'est ça le pire, c'est que je savais tout ce qui allait se passer. Et j'ai quand même pleuré. Quel spectacle incroyable. Après, je peux pas trop en dire plus, parce qu'après, je vais spoiler l'histoire, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin et tout, mais je vous conseille clairement de voir le fantôme de l'opéra. Ne voyez pas le film, parce qu'il y a eu un film, effectivement, avec... comment il s'appelle ? Avec Gérard Butler dans le rôle du fantôme. Gérard Butler n'est déjà pas chanteur de base, c'est-à-dire qu'il te pond une performance qui globalement est ok, tu vois, mais quand tu connais les performances des vrais comédiens chanteurs de la pièce, de la comédie musicale sur scène, tu te dis que Gérard Butler, non, en fait, c'est non, clairement. Et le film est dégueulasse. J'ai même pas tout vu. En soi, je devrais même pas le juger parce que je l'ai pas vu en entier le film, mais j'ai juste vu des extraits et il est horrible. J'ai aucune envie de le voir. Mais par contre, si vous en avez l'occasion, vous voyez la captation du fantôme de l'opéra pour ses 25 ans au Royal Albert Hall. Ce sera pas la mise en scène de base du spectacle, mais ce sera déjà très bien pour vous faire découvrir l'histoire et les chansons. Surtout que les acteurs sont Ramin Karimloo, qui pour moi a l'une des plus belles voix
masculine du théâtre musical, et Sierra Bogues, qui elle aussi est une des plus belles voix du coup féminines du théâtre musical. Ils sont tous les deux réunis, c'est incroyable. Enfin voilà, voyez ça s'il vous plaît. Enfin bref, j'ai globalement fait le tour. Pareil, j'ai essayé d'être assez rapide. La prochaine vidéo sera sur Beetlejuice, The Musical, enfin. Alors là on fait un grand écart complet entre le Fantôme de l'Opéra et Beetlejuice. Un Fantôme de l'Opéra full émotion, full épique, Beetlejuice full comédie. C'est totalement différent. Et c'est pas pour ça que c'est moins bien, hein, c'est totalement différent justement. Mais du coup, on y reviendra dans la prochaine vidéo.